La règle d'or, c'est quoi? C'est qu'après avoir mis l'État français dans la dette, en l'encourageant à s'endetter effectivement pour maintenir en place l'État-providence, malgré les déséquilibres comptables dus à un chômage de plus en plus aggravé, dû aussi à la logique néo-capitaliste, aujourd'hui on dit on arrête. C'est exactement la stratégie qu'a eu l'Empire pour démanteler la Yougoslavie. C'est-à-dire l'État n'a plus le droit de faire de la dette comme il avait avant. Ce qui veut dire que qu'est-ce qu'il fait pour pouvoir rembourser comme on lui coupe ses crédits bancaires? Eh ben, il vend les bijoux de famille. Ça veut dire que c'est une injonction à la privatisation intégrale, c'est-à-dire le démantèlement total de l'État-providence et la mise sur le marché privé des bijoux de la couronne de la République française. Exactement comme on fait en Grèce en ce moment, où on pousse la Grèce pour payer sa dette, à vendre ses îles, ses monuments. La Grèce, qui se vend par morceaux pour tenter de récupérer de l'argent frais. Des îles sont cédées aux plus offrants. Les Grecs ont appris la privatisation de cette cinquantaine d'îles en lisant la presse. Une carte très précise, fournie par le ministère, a été publiée dans ce quotidien national. Des îles de 3 à 45 millions dispersées aux 4 coins du pays. C'était un système en 2 temps. On met les Français dans la dette. On peut le voir avec une entreprise. C'est comme un banquier qui vous pousse à faire des investissements et qui vous ouvre un crédit très important pour que vous vous rentriez soit dans des investissements productifs, soit que vous vous habituiez à avoir des gros découverts, et qui joue dans le lendemain vous dit stop, plus de découverts. C'est la rigueur budgétaire. Vous avez le droit à 0,5, alors que déjà 3, on n'y arrivait pas. Et bien là, ça veut dire quoi? Par la garantie hypothécaire, il vous dit il faut rembourser tout de suite. Et donc, qu'est-ce que vous faites? On met en vente vos biens, on prend la possession de votre entreprise. Et c'est exactement ce qui est en train d'être fait au niveau macroéconomique, c'est-à-dire que après avoir créé une logique de dette favorisée par la destruction du système qui avait lieu avant la loi Rothschild de 1973, où on empruntait à pratiquement 0%, on a mis un système où finalement le système européen produit de la monnaie à 1%, mais les États n'ont pas le droit de l'emprunter directement, mais passent par la médiation de banques privées qui grattent 3% au passage, et cela devient l'énorme dette des pays européens. Donc c'est une escroquerie bancaire, c'est un racket. Ça s'appelle un racket, ça s'appelle du parasitisme, ça s'appelle comme ça. On casse ce système maintenant que la France est très endettée, c'est-à-dire maintenant rigueur budgétaire, au nom soi-disant du bon équilibre comptable. Alors les cons qui n'ont pas de vision politique se disent c'est bien parce qu'on arrête la dette. Oui, mais ça veut dire destruction de l'État-providence, dislocation et destruction du système éducatif tel qu'il était en France, privatisation de plein de choses qui étaient de l'ordre de l'étatique avant, pour que l'État se désendette. Et c'est ce qui va se faire demain. Et ça s'est fait par un vote à l'Assemblée des députés socialistes, sans même l'aide des députés de droite. Donc on voit vraiment la trahison totale de la gauche sociale, de la gauche du PS, du peuple de France et du monde du travail. Et là, je renvoie le crétin et le traître et le lâche Emmanuel Todd à son hollandisme révolutionnaire. Ce que je pense qu'il va se passer, c'est que ce parti socialiste qui a pas mal évolué, et Hollande qui est un type intelligent, sera conduit à des attitudes plus radicales, et c'est ce que j'ai fait, c'est l'hypothèse d'un 1983 à l'envers, où on arrive avec un programme modéré, et ensuite on prend, les mesures qu'il faut, face au libre-échange, face à l'austérité allemande, etc. Emmanuel Todd va te cacher au fond d'un trou. Tu es déshonoré définitivement avec ton histoire de hollandisme révolutionnaire, et tu as montré ce que tu étais, tu es juste bon à aller chez Tadi, plastronner chez Tadi, pas plus, tu vois. Tu peux pas aller chez Égalité et Réconciliation, tu n'as pas le courage pour ça, ou alors tu n'as pas l'intelligence. Le hollandisme révolutionnaire, c'est en fait que c'est le Parti socialiste, sans même l'aide de la droite et de l'UMP, a fait voter quelque chose qui est de l'ordre de l'abjection, qui est la règle d'or, qui est le passage complet de l'économie française sous contrôle de techniciens de Bruxelles entièrement soumis au pouvoir bancaire mondialiste, c'est déjà ça. Deuxièmement, le démantèlement accéléré de l'État-providence français, l'aggravation des disparités sociales et la perte des couvertures sociales pour le petit peuple en période de chômage aggravé, et la mise sur le marché privé, qui lui aura droit par contre à toutes les dettes qu'il veut, parce que ça ne touche que le public. Le 0,5%, le monde du privé aura droit à toutes les reconductions de crédit, y compris pour acheter les bijoux de la couronne, parce que tout ça s'achètera à crédit et avec du faux argent. Et donc c'est exactement comme la Révolution française, est très bien expliquée par Marion Sigaud, via le mensonge des assignats, a fait passer en fait finalement toutes les bijoux de la couronne dans les mains des prédateurs bourgeois et des banquiers protestants à l'époque. À l'époque c'était des banquiers protestants. Depuis
Ils sont encore un peu moins européens, un peu plus nomades et un peu moins chrétiens qu'à l'époque. Voilà. Et c'est ça qu'a fait. C'est ça qu'ont fait les députés français. Ça a été très peu relayé et très peu commenté dans les médias de masse. Il n'y a pas aucune fierté de ça. Et Mélenchon, en bon clown, a fait semblant de s'offusquer alors qu'il savait très bien, parce que Philippot l'avait démontré, devant Emmanuel Todd d'ailleurs, que c'est ça que feraient les socialistes pas très longtemps après l'élection. Alors génial, donc vous êtes mignon, mais les analyses qui nous disent François Hollande, formidable, il a réconcilié la classe ouvrière avec la gauche. Vous allez voir, quand demain il va signer les traités européens parce qu'il le fera, et donc la gauche va signer ça, ils vont encore une fois trahir les travailleurs français avec leur libre-échange, avec leur politique ultralibérale, mais vous nous direz demain que la gauche, le PS, ça y est réconcilié avec le monde du travail, et vous réunirez toutes vos analyses à vous, monsieur Todd. Ça n'a pas été le hollandisme révolutionnaire, ça a été la liquidation de l'indépendance économique française, la liquidation de l'État-providence et la mise sur le marché demain des bijoux de la couronne de la République française dans le marché privé pour les mêmes prédateurs qui ont détruit l'économie. C'est tout ça qui est dans le paquet de la rigueur budgétaire et de la règle d'or, et c'est les socialistes qu'on a amenés au pouvoir via Mélenchon qui l'ont fait. Voilà. De même que ce sont les socialistes que les musulmans ont amenés au pouvoir par leur vote massif parce qu'ils avaient peur de Marine la sioniste, qui aujourd'hui, via la politique d'Emmanuel Valls, sont en train de diaboliser les musulmans à coups de petits amalgames perfides. Je n'hésiterai pas à faire expulser ceux qui se réclament de l'islam et qui, étrangers dans notre pays, ne respectent pas nos lois et nos valeurs. Qui comprennent bien quand je leur disais « je ne vous demande pas de voter Marine Le Pen, mais ne me dites pas que vous ne voulez pas voter Marine Le Pen parce qu'elle est sioniste, car elle est sans doute, malgré sa volonté peut-être, et malgré ses efforts, la moins sioniste de tous ». Là, ils l'ont vérifié par la politique du Parti Socialiste à travers le montage du danger de l'islamisme radical, et on l'a vu sur la question économico-sociale à travers le vote par les députés socialistes de la règle d'or. Voilà. Donc là, on a la réalité française. Nous sommes dans une période, je le dis, pré-insurrectionnelle à tous les niveaux. Parce que cette règle d'or va faire que la situation du peuple de France sera la situation du peuple grec dans 2 ans. Voilà. Et que pour ça, la solution du PS, qui est la même d'ailleurs que celle de l'UMP, et que je l'espère ne sera pas celle de Marine Le Pen demain, mais pour l'instant elle prend un très mauvais chemin, ça sera la guerre civile contre les islamistes en France et la guerre mondiale contre le monde musulman via la Syrie, l'Iran, etc., etc., etc. Et tout ça sous pilotage américano-sioniste, que ce soit sur la question bancaire, économique et sociale ou sur la question conflit de civilisation, manipulation de politique étrangère. L'euro va éclater, il ne peut plus exister. Ce projet de l'Union européenne que Asselineau décrit très bien était un projet de mathématicien kabbaliste fou. C'était exactement comme si vous prenez la carte de l'Europe avec des montagnes, des vallées, des endroits en Hollande qui sont au-dessous du niveau de la mer et d'autres qui sont à 3000 km. Je fais une métaphore. Et de tout arriver en 25 ans à niveler pour que tout soit à 27,50 m. L'Union européenne ne pouvait exister que si tous les pays de l'Union européenne, qui sont 27, avec les 6 c'était déjà difficile, avec les 27 ça veut dire, avaient tous le même, le même type d'économie, c'est-à-dire le même niveau de production, le même niveau de protection sociale, le même niveau de développement industriel, etc. Sinon, c'était une absurdité, ou alors il fallait à marche forcée, par un travail de nivellement et de compensation, en 25 ans, les amener tous au même niveau, ce qui est strictement délirant. Ça a été essayé de faire un peu par les espèces de courbages du concombre délirant qui faisait qu'on se moquait de ce crétin qui s'appelle Delors. Effectivement, c'était sa vision. C'était en fait amener la réalité dont j'ai parlé juste avant, qui est une réalité complexe et protéiforme, qui rejoint la théorie des plis dont parlait à la fin de sa vie Deleuze, c'est-à-dire le monde de René Thom, voilà, le monde de la topologie et du monde réel, à le ramener à l'espace univers et à l'espace idéal des nombres euclidiens, vous voyez, c'est-à-dire un univers isomorphe et plan où tout est pareil partout. Ce qui demande de ne rien comprendre au monde réel ou à la logique dialectique de Hegel, etc. Voilà. Et cette vision-là est gentillette quand elle bricole sur des petites monographies d'économie, de mathématiques appliquées à l'économie pour des tout petits trucs, des petites modélisations mathématiques, c'est utile. Mais quand ça se prétend avec une vision du monde qui se substitue à la complexité du monde réel, multidimensionnel, et que ça veut non pas admettre que le monde prime sur sa représentation, mais amener cette représentation mathématique du monde, amener le monde à sa représentation,
c'est-à-dire c'est une inversion totale de sens, c'est-à-dire nous décrétons que les mathématiques sont très utiles pour comprendre le monde, mais comme le monde est plus complexe que cet univers idéal des nombres et que ce n'est pas un espace euclidien, nous allons donc faire en sorte qu'il le devienne, c'est-à-dire raboter les montagnes, assécher les rivières, et rendre le monde absolument plan et isomorphe, puisque les mathématiques deviennent la réalité anthropologique, et non pas un outil de compréhension. Voilà un outil, c'est-à-dire que là il y a un truc de délire d'apprenti sorcier, mais qui rejoint beaucoup le monde, comment dirais-je, de la Kabbale, où d'un seul coup le verbe et le nombre remplacent le monde et s'y substituent et permet de régner sur lui. On voit cette déviation. Donc on comprend aujourd'hui, pour revenir au sujet, c'est compliqué, l'Europe n'existe pas, elle n'a jamais existé. Le masque est en train de tomber. L'Europe, c'est-à-dire l'Union européenne. L'Europe, le continent européen, la collaboration des nations européennes, l'histoire commune européenne. Là, je me renvoie à De Benoît, il n'y a pas de problème, à Spengler, vous voyez, ça existe bien évidemment, et ça existait hier, ça existera demain. Et c'est à cette Europe-là qu'il faut qu'on revienne. L'Europe réelle, voilà, pas l'Europe délirante, dingote, des technocrates de Bruxelles et de tous leurs soumis affidés, etc. Donc l'Europe est morte. L'Union européenne est morte, l'euro va disparaître, car aujourd'hui, qui peut respecter les critères de convergence imposés par l'Union européenne? Même pas la Slovénie ou quoi que ce soit des 27 États, mais même plus l'Italie, c'est-à-dire que même pas le groupe des 6 du départ, ne peuvent finalement, et même pas la France, ne peuvent finalement correspondre à ces critères que l'Allemagne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, seule l'Allemagne peut incarner le projet européen. Donc en fait, on se rend compte que l'euro, s'il doit subsister, sera ce qu'il a toujours été, c'est-à-dire le marque d'Élysée. Voilà, qui est une monnaie qui correspond à la puissance, je dirais, industrielle et de production de richesses réelles du capitalisme rhénan, mais que ne peut suivre aucun autre pays d'Europe. Donc là, il y avait deux stratégies d'ailleurs à l'époque. C'est soit on subissait la puissance comment dirais-je, de l'euro Reichsmark, et ça pénalisait à peu près, ça nous mettait tous à poil économiquement, sauf l'Allemagne. Maintenant, l'Allemagne est obligée de payer pour l'appauvrissement des autres, donc ça n'intéresse plus non plus. Soit on faisait comme l'Angleterre, et là je montre du doigt tous les menteurs, tous les commentateurs menteurs et stupides de la question européenne. On dit on ne peut pas être dans l'euro sans être dans l'Europe sans être dans l'euro. Et l'Angleterre, elle est où l'Angleterre? Elle n'est pas dans l'Europe et pas dans l'euro. L'Angleterre, dont la réalité est la City, est bien dans l'Union européenne sans être dans l'euro, parce qu'ils savent exactement à quel point ça les aurait baisés et amputés, sachant que la vraie capitale mondiale du capitalisme spéculatif impérial, dont finalement Wall Street n'est peut-être qu'une succursale, c'est la City. L'Angleterre a toujours refusé de rentrer dans l'euro, parce que c'était détruire ce qu'est la City, pour ceux qui le comprennent. Et l'Angleterre est bien dans l'Europe sans être dans l'euro, effectivement, pour pouvoir gagner sur tous les terrains. Je ne parle pas du peuple anglais qui l'a dans le cul de A à Z, je parle de la City qui est l'empire anglais dans sa réalité, c'est-à-dire la jonction de la famille d'Angleterre et de la banque, telle que je la définis dans mon livre, voilà, qui a beaucoup à voir avec effectivement le moment où Henri VIII tourne le dos au catholicisme et crée cette espèce de truc qui s'appelle l'anglicanisme, avec l'aide d'ailleurs de certains rabbins vénitiens. Enfin, il y a toujours des accompagnateurs. Dès qu'on peut foutre en l'air l'unité catholique de l'Europe, il y a toujours des gens pour venir aider à la division, pour régner, etc. Enfin, tout ça est interconnecté. Donc, soit aujourd'hui on est l'Allemagne, et effectivement, on peut dire l'Europe avait un intérêt, mais maintenant ça n'en a plus, parce qu'il faut... je vous signale qu'à la dernière réunion, l'Amérique et Sarkozy ont demandé, pour que la fausse monnaie qu'on est en train de créer pour renflouer quelque chose de pas renflouable, pour qu'elle ait une crédibilité, on a demandé à l'Allemagne d'engager ses stocks d'or. On ne vous en parlera pas trop, elle a évidemment refusé. Donc aujourd'hui, l'Europe est morte parce que de toute façon c'était l'Europe allemande et que l'Allemande n'en veut plus parce qu'il faudrait maintenant qu'elle soutienne ceux qui ne peuvent pas suivre, alors qu'avant elle les avait simplement baisés sur le plan de la compétition économique. L'Angleterre n'a jamais été dans l'Europe, elle n'a jamais été que le cheval de Troie de la destruction du projet européen de De Gaulle, pour que ça devienne effectivement le cheval de Troie du mondialisme impérial. Donc l'Angleterre a toujours joué son rôle de perfide Albion. Donc aujourd'hui, l'Europe est morte. Soit on est l'Angleterre, soit on est l'Allemagne, mais de toute façon, sinon l'Europe n'a aucun intérêt pour personne, et surtout pas pour la France. N'oubliez pas ça, il y a 10 ans, on nous vendait que c'était génial l'Angleterre, parce qu'on pouvait aller y travailler, à la même période où des enculés de bobos que je me prenais déjà de face, me vendaient la réussite géniale de l'Europe, où on pouvait aller travailler, ils pensaient qu'à eux, alors qu'on était en train de plonger dans la misère, le prolétariat blanc anglais, qui est dans une misère noire, bien plus que nos banlieues colorées.
faut voir ce que c'est que la misère du prolétariat. C'est d'ailleurs de là que vient le génie musical punk et after-punk et new wave, de la misère totale. Il suffit de voir comment a émergé les groupes comme Joe Division, etc. C'est pas la rigolade française. C'est des mecs, ils ont plus de dents dans la bouche, ils sont dans des endroits entièrement désindustrialisés, ils ont subi la violence sociale de Thatcher, et c'est une violence sociale qui n'a rien à foutre que ce soit des blancs, il faut bien comprendre, hein, pour les racistes et les antiracistes qui sont les mêmes. Et aujourd'hui, ce qui est dévasté en Angleterre, c'est la classe moyenne. Hein. Voilà, il faut comprendre. Et tout ça, c'est le complot de l'Union européenne, c'est le complot de la City, c'est le complot de l'oligarchie mondialiste, qui se fout de la couleur de peau de ses esclaves. Il ne faut pas oublier ça. Hein. Voilà, de Beckett, je l'avais très bien démontré. Les premiers esclaves qui ont été vendus au Nouveau Monde, c'est des prolétaires, et des sous-prolétaires blancs, anglais et irlandais, il ne faut pas oublier. Ils valaient moins cher que les noirs sur le marché aux esclaves de New York, hein, même pas de Louisiane. Hein. Il faut s'intéresser à ces questions très profondément et sortir de la mascarade et de la manipulation. De la Grèce, c'est Goldman Sachs. Hein. Et Goldman Sachs, c'est qui? C'est quoi? Je citerai le patron de Goldman Sachs qui s'appelle Lloyd Blankfein, un nom pas très catholique que j'ai du mal à prononcer, et qui sort une phrase absolument d'une beauté parfaite qui dit « Je ne suis jamais qu'un banquier qui accomplit le projet de Dieu ». Récitez cette phrase, retournez-la dans tous les sens, faites-la rouler dans votre cerveau et essayez d'en comprendre toute la puissance de révélation et d'honnêteté profonde et surtout de religiosité intégrale. Hein, comme quand Emmanuel Valls nous dit « Socialiste français, je suis éternellement attaché à Israël ». Pourquoi, monsieur, êtes-vous éternellement attaché à Israël en tant que député socialiste français? Ben voilà, on n'est pas loin on est dans la religion chaque jour un peu plus. Hein. Voilà, donc ce pauvre monsieur Papandréou, je crois, a dit je vais faire un référendum parce qu'en gros, au moins, ben voilà, c'est un peu Ponce Pilate qui dit je m'en lave les mains. Alors, on sait très bien que le référendum, le peuple grec va dire non, évidemment, à la saignée. Alors là, d'un seul coup, tous les démocrates européens disent surtout pas de référendum. Surtout pas consulter le peuple, c'est antidémocratique. Maintenant, on arrive effectivement à ce qui est l'axiome de la démocratie réelle, que De Gaulle avait voulu placer au centre de la Ve République pour sortir de la merde de la IVe République, qui est une période de domination d'ailleurs dont on peut parler, domination communautaire intégrale et éhontée. Il met le référendum populaire au centre de la démocratie, et c'est ça qui fait que les Suisses sont une démocratie qui peut nous donner des exemples, c'est le référendum d'initiative populaire, etc. Là, tous les démocrates de gauche et de droite disent surtout pas de référendum, consulter le peuple, quelle horreur, c'est la voie vers le fascisme. J'adore ça, hein, les médiations, puisque c'est le peuple, populisme, fascisme. Donc aujourd'hui, consulter le peuple, c'est le fascisme. Donc l'antifascisme, c'est enculer le peuple, le saigner à blanc, sans jamais le consulter, au service de l'oligarchie bancaire judéo-protestante. Voilà, de Goldman Sachs. Hein, voilà, c'est ça, en gros. Donc on est bien dans une inversion de toutes les valeurs, qui n'est même pas celle de Nietzsche, mais qui est celle de Satan. Hein. Satan, c'est ça. C'est le Christ. Le symbole de Satan, c'est la croix du Christ à l'envers. Hein. Tout est à l'envers. Voilà, tout est à l'envers. Hein. On a vu aussi avec les déclarations de Caroline Fourest sur l'opération libyenne. Tout est à l'envers. Hein. Voilà. Mais c'est bien, ça prouve qu'on s'approche de la fin des temps. Là, je suis à la fois un type qui s'amuse avec les contradictions en se servant de l'outil laïque et rationnel du logos, mais je suis quelqu'un qui se rappelle bien des écrits eschatologiques sur la fin des temps, des trois religions abrahamiques. Hein, toujours cette convergence qui est un peu trop complexe pour Michel Colomb, même d'ailleurs, je dirais aussi pour Emmanuel Todd ou Michéa. Hein, ils n'y vont pas. Hein. Soit c'est trop compliqué pour eux, soit ça leur fout la trouille, et surtout je pense que c'est dangereux, c'est risqué, c'est commencer à rentrer dans la pensée dangereuse. Eux, ils restent dans la pensée confortable, c'est leur problème. Enfin, voilà. Donc Papandréou veut faire un référendum, alors qu'il est quand même Premier ministre de son pays. Il est convoqué par le G20 comme un mauvais élève pour se faire taper sur les doigts. Le dossier grec va dominer l'avant G20 à Cannes. Le référendum annoncé par surprise lundi par le Premier ministre Georges Papandréou sur le plan de sauvetage financier de la Grèce a provoqué un vent de panique. Les marchés ont dégringolé hier. Angela Merkel et Nicolas Sarkozy ont été pris de court et ont sommé leurs collègues grecs de venir s'expliquer. La France et l'Allemagne ont pris l'initiative de réunir demain, avant l'ouverture du sommet du G20, l'ensemble des institutions européennes ainsi que le Fonds monétaire international pour examiner avec le Premier ministre grec les conditions dans lesquelles les engagements pris seront tenus. Et évidemment, il revient en arrière. Bon, finalement, il n'y aura pas de référendum. Alors soit c'était une astuce pour essayer de se dédouaner par rapport à son peuple,
Ponce Pilate, je m'en lave les mains, soit c'était pour dire, voyez, vous, là, le G20, j'ai les moyens de faire péter l'Europe quand je veux, en faisant un référendum, et quiconque, n'importe quel chef d'État des 27 pays d'Europe qui a le courage d'organiser un référendum d'initiative, enfin, de consultation populaire, par le suffrage universel, sait que ça fait péter l'Europe. Hein. Donc c'est la menace qui fait peser aussi, genre, si vous ne me faites pas un rabais ou vous assumez pas les responsabilités à ma place, je fais péter la baraque. Donc là, on a dû à la fois le menacer et l'engraisser, il a dû avoir la carotte et le bâton, comme toujours. Il est revenu en arrière. Donc on a soi-disant encore sauvé l'Europe pour 15 jours de plus. 15 jours de plus, on en est à 15 jours. Cette Europe qui, aujourd'hui, n'existe exactement comme sur le même principe que le salut des États-Unis d'Amérique, enfin de l'Empire américain, en faisant marcher la planche à billets en fabriquant du faux euro pour renflouer des banques privées qui ont été ruinées par les produits financiers hautement spéculatifs des banques américaines. Il faut voir comme tout ça s'articule. C'est-à-dire qu'en dernière instance, on fabrique de la fausse monnaie, qui est de l'hypothèque, qui devrait être remboursée par les peuples d'Europe, pour payer la dette, qui est une stratégie usuraire pure et simple, des banques de Wall Street. Donc il faut voir comment tout ça est bouclé. Tout ça par la trahison et le relais de nos responsables politiques, qui soit sont des parfaits imbéciles qui ne comprennent rien aux mécaniques économico-monétaires, comme Zemmour me l'a avoué par un mail que je t'ai fait lire tout à l'heure. Parce que Zemmour disait, petite parenthèse, la loi de 73, ça a été mis en place pour bloquer l'inflation, parce que ça évitait que les gouvernements fassent marcher la planche à billets. Alors là, Zemmour vient de m'admettre qu'il ne connaissait rien à l'économie. Il a fait Sciences Po, il bosse au Figaro. C'est bien de l'admettre. Alors il faut qu'il sache, on l'a démontré, que l'inflation n'a jamais été arrêtée après la loi de 73. Au contraire, elle a fait que monter. Alors j'ai tapé inflation sur Internet, je suis tombé sur franceinflation.com. Site, bon voilà, avec des statistiques archi-officielles. Vous avez le graphique sous les yeux. Et je vais vous lire les chiffres précis de l'inflation. Donc je commence en 63. Donc en 63, taux d'inflation 4,8%. Ensuite 3,4, 2,5, 2,7, 2,7, 4,5, 6,5, 5,2, 5,7, 6,2 et on arrive en 73 à 9,2%. Ce qui donne donc un taux d'inflation moyen sur la période de 10 ans de 5%. Et après 73, nous arrivons donc, la loi est donc passée, soi-disant pour réduire l'inflation, et nous avons 74 avec 13,7% d'inflation. 75 c'est 11,8, puis 9,6, 9,4, 9,1, 10,8, 13,6, 13,4%, 11,8% et 83, 9,6%. Autrement dit, une inflation moyenne de 11% dans les 10 ans qui ont suivi la loi de 73. Donc quand on nous explique que cette loi de 73 a été faite parce qu'il y avait trop d'inflation et pour la réduire, on se fout de notre gueule tout simplement. Et que de toute façon, retirer à l'État le pouvoir régalien de battre monnaie et effectivement de faire marcher la planche à billets, retirer ce pouvoir de la main de l'État et de la Banque centrale sous contrôle de l'État, c'est pas arrêter la planche à billets, c'est transférer ce privilège aux banques privées. Et aujourd'hui, si M. Zemmour, qui est un camarade par ailleurs, veut bien essayer de s'ouvrir un peu l'esprit, ceux qui détiennent le pouvoir à travers la BCE ne font que de la planche à billets, exactement comme la Réserve fédérale américaine et le Trésor américain ne font que de la planche à billets. Donc, supprimer ce pouvoir de l'État, ça consiste simplement à privatiser la planche à billets, et avec la suppression de la loi 73, on a eu la dette, ce qu'il n'y avait pas avant, et la planche à billets, puisque maintenant, pour payer cette dette exponentielle, on fait marcher à mort la planche à billets. C'est-à-dire qu'au bout du truc, avec la loi de 73, loi Giscard, Pompidou, Rothschild, effectivement, nous avons et la dette exponentielle et la planche à billets exponentielle pour, comment dirais-je, répondre à cette fuite en avant de la dette, qui, si on veut le comprendre avec un petit cerveau de ménagère, c'est qu'effectivement, pour rembourser un crédit irremboursable, on reprend un crédit. Ce crédit, étant donné qu'on a de moins en moins de garanties à faire valoir et d'un taux de plus en plus élevé, c'est ce qu'on appelle le système des AAA, des sociétés privées, effectivement, qui participent à toute l'arnaque globale de Wall Street. Normalement, chez nous, le AAA, c'est pour l'andouillette. Normalement, on n'en a rien à foutre qu'une société privée américaine nous fasse du AAA ou du AA, alors que c'est un avis privé garanti par rien et qui n'engage rien. C'est-à-dire que normalement, que ce soit des sociétés de notation privée qui fassent du AAA, c'est-à-dire qui décident de la montée du taux d'intérêt des emprunts qu'on est obligé de faire pour rembourser des emprunts qu'on ne peut déjà plus rembourser, c'est-à-dire que c'est la logique même de ce qu'on a appelé le surendettement des ménages. On a fait tomber
tous les pays d'Europe de force, par des lois qui sont passées par la corruption des élites politiques et le mensonge des économistes à la botte, on a fait tomber ces États dans le surendettement forcé pour à la fin pouvoir les racheter à l'euro de papier symbolique ou au franc symbolique par la garantie hypothécaire qui ne sont jamais transposées aux États que les émissions de bons du Trésor. Alors je sais bien que tout ça est trop compliqué pour le petit cerveau d'Éric Zemmour, qui n'est jamais qu'un journaliste, qui n'a pas ma puissance intellectuelle et qui n'est jamais qu'un journaliste de droite du Figaro qui a fait Sciences Po. Mais j'aimerais bien qu'il se penche un peu sur cette réalité, parce qu'on ne peut rien comprendre à l'économie et au projet de domination mondiale du nouvel ordre mondial si on ne comprend rien à la création monétaire et à l'histoire de la monnaie, et notamment à la mise en place progressive, totale et totalitaire de la monnaie scriptuaire, fiduciaire et papier uniquement. Et pour ça, il faut s'intéresser aux travaux du seul grand économiste, à mon avis, aujourd'hui, qui est crédible, qui est Antal Fekete, qui lui est un mathématicien de formation, ce qui fait qu'il n'est pas fasciné par l'axiomatisation et les maths appliquées à l'économie, comme tous les connards post-keynésiens, dont l'escroc en chef est Friedman, historiquement, et qui comprennent effectivement que nous sommes dans un monde de faux monnayeurs et de racketteurs, qui finalement, quand on ramène tout ça à sa simple expression, c'est avec un peu de virilité intellectuelle, ressemble un peu à ce qui est parfaitement bien décrit dans une pièce de Shakespeare qui n'est pas, à mon avis, un dramaturge de troisième zone et qui s'appelle Le Marchand de Venise. Voilà. C'est-à-dire le personnage de Shylock et la logique de Shylock. Voilà. Nous sommes là-dedans, c'est-à-dire que quand nous avons la capacité intellectuelle de ramener tout ça à sa simple expression et à son origine motrice, puisque c'est de la sophistication et la complexité peut se ramener par un travail d'analyse à finalement un principe initial, je dirais, pervers et frauduleux, qui est finalement la loi de 71, qui est la suppression de tout référent à quoi que ce soit de réel et de richesse réelle de la monnaie papier, qui normalement n'a d'existence parce qu'elle fait référence à quelque chose qui est un étalon métallique ou bimétallique, or argent, ou or tout court, ou or argent, et que dès lors que cette monnaie est une monnaie sans référent, interdite de tout référent, purement flottante, elle peut se permettre effectivement de partir dans des bulles exponentielles qui sont ce qui s'est passé depuis 71. Et la guerre, ce que décrit Vassilios Jovanovic, elle est celle-là en ce moment, c'est qu'on a sorti l'or qui est le référent et le sérieux, qui permet à une monnaie papier d'avoir un sens, sinon elle est une pure escroquerie. On a non seulement détaché le référent or, mais on a interdit à l'or d'exister dans l'économie monde, et on l'a obligé d'aller se cacher sous les matelas des particuliers. On a obligé les États, quand ils intègrent le FMI, à se défaire de leur stock d'or et à le vendre sur le marché privé pour faire baisser l'or, parce que finalement faire baisser l'or, c'est cacher un peu plus longtemps que la monnaie papier, que ce soit le dollar aujourd'hui et l'euro demain, ne vaut rien. Et on est simplement dans une fuite en avant et une cavalerie où on retarde le moment de la découverte ultime que ces piles de milliards de papiers n'existent pas, ne valent rien. C'est-à-dire que la dette n'existe pas, c'est une bulle d'escroquerie totale, mais qui n'existe pas. C'est-à-dire qu'on peut l'annuler instantanément, mais que comme elle est admise comme pouvoir politique, elle permet par une escroquerie qui est typiquement l'escroquerie de l'usurier, tel que le décrit Shakespeare, le transfert total de toutes les richesses du monde à ceux qui ont monté l'arnaque et la combine. Donc soit à un moment donné on acceptera, par ce montage purement kabbaliste, le transfert de toutes les richesses du monde, ça va commencer par la Grèce, qui est un symbole, c'est-à-dire ses ports, ses aéroports, ses îles, ses monuments historiques aux usuriers de Wall Street, soit on va accepter ça, soit on va dire non par un acte politique, et on va simplement remettre le monde réel à la place du monde virtuel par la réinstauration du référent monétaire qui est l'or, réintroduire l'or dans le système alors qu'il est sorti du système, dégonfler totalement cette baudriche et remettre à leur place, c'est le moindre chose qu'on peut faire, ces escrocs qui ont tenté de prendre le contrôle du monde par, comment dirais-je, un montage qui est une pure chutzpah, une pure escroquerie verbale. Voilà. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que les banquiers sont de purs escrocs qui nous tiennent par un baratin qui est du vent, un baratin kabbaliste, et qui cachent par ce baratin la réalité du monde qui a hérité de la richesse réelle et de la pauvreté réelle, de la cause de la richesse réelle et de la pauvreté réelle. C'est comme un peu le principe de l'hologramme qui peut disparaître en une seconde. Tout ça découlera d'une décision politique et virile qui ne peut passer que par une prise de conscience des peuples et des élites légitimes et qui sera simplement, comment dirais-je, l'annulation pratiquement immédiate de tout ce système qui s'est monté progressivement
Là, il faut s'intéresser aux écrits de Paul Grignon sur l'argent dette, à travers quand la banque, qui était au départ un système vertueux qui a permis la croissance de la Renaissance, est devenue un système pervers, de plus en plus pervers, de plus en plus abstrait, de plus mensonger, et qui a amené aux produits financiers hyper spéculatifs de Wall Street à la dépossession totale du trésor américain par la mise en place de la Réserve fédérale américaine, qui s'est finalement, sur ce modèle-là, s'est fait finalement par la loi de 73, puis par la BCE, Maastricht, puis Lisbonne, effectivement l'extension de ce montage, la tentative d'imposer ce montage au monde entier, et que ça soit exactement comme dans mon livre, demain la gouvernance globale ou la révolte des nations, le retour à la réalité des peuples, des nations, de la richesse réelle, de la production réelle et du partage réel du travail et des richesses, par une révolution globale qui sera une révolution des peuples et des nations, qui peuvent d'ailleurs s'associer pour se libérer de cette escroquerie globale.